Bonjour et bienvenue dans Mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui, une vidéo concernant le chapitre de physique sur les mouvements dans l'espace. Nous allons voir dans un premier temps le repère de Fresnel et son utilisation pour l'étude de mouvements circulaires autour d'un astre. Et dans un deuxième temps, nous referons un point sur les lois de Kepler. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le repère de Fresnel et pourquoi l'a-t-on inventé ? Si je prends un repère classique avec un centre de rotation O et un satellite, mettons, qui tourne en mouvement circulaire autour de cet astre, à différents moments, donc j'ai choisi le moment 1, 2, 3, 4, la vitesse, vous savez qu'elle est tangentielle à la trajectoire, la vitesse, elle va être représentée par des flèches qui vont avoir des angles et des orientations différentes. C'est-à-dire que si je prends ces flèches de vitesse et que je les projette sur mes axes de référence ici, vous voyez bien que la projection va donner selon les angles des valeurs complètement différentes, puisque l'angle formé par la vitesse avec mes deux axes, ici, ici, ne seront jamais les mêmes. Ce ne sera pas les mêmes angles, du coup les projections n'auront des valeurs complètement étranges. J'ai pris exprès un point très particulier ici. Vous voyez que si je projette cette vitesse V3 sur mes deux axes, en X, j'aurai une projection nulle, et en Y, j'aurai une projection inverse. Donc quelque chose qui n'est pas aisé, puisque pour après faire la dérivée et avoir l'accélération, je vais dériver selon des angles qui sont changeants en tout point. Quelque chose qui ne va pas être aisé. Donc plutôt que d'utiliser ici ce repère classique, on a inventé un nouveau repère qui s'appelle le repère de Fresnel et qui est beaucoup plus simple pour l'utilisation des mouvements circulaires. Je vais prendre ici, je vais vous le dessiner sur le schéma, toujours un mouvement circulaire d'un satellite autour d'un astre par exemple. Au point 1, au point 2, au point 3, au point 4, j'ai repris à peu près les mêmes positions. Je vais dessiner ce repère. Ce repère, je l'ai choisi non pas centré ici sur l'astre attracteur, mais bien centré sur mon satellite. C'est-à-dire que le repère va se déplacer en même temps que le satellite. Ce repère, toujours avec deux axes orthogonaux, je vais mettre un... Alors, bien évidemment, les flèches sont confondues, mais pour que vous voyez au tableau, je les ai un petit peu décalées. Un repère ici avec un vecteur unitaire U tangentiel, donc ce qu'on va appeler UT tangentiel, qui va être notre référence sur la tangente de la trajectoire, et un vecteur unitaire ici UN, qui va être le vecteur unitaire normal. Normal, vous savez que c'est perpendiculaire à la trajectoire. Donc ici, un repère avec deux vecteurs qui vont nous permettre de définir le mouvement. Un tangentiel qui va suivre la trajectoire en même temps que la vitesse de mon satellite. Et un qui sera toujours dirigé, vous voyez que si je me décale, toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. Si je redessine mon repère, cette fois-ci bien aligné ici, UT, UN, UT en haut. Vous voyez, à chaque fois, le vecteur unitaire normal est bien aligné. Maintenant que nous avons défini le repère de Fresnel, nous allons nous en servir pour connaître les composantes de la vitesse et de l'accélération dans ce repère. Alors ça, il faut le savoir. Donc la vitesse ici, c'est visible. La partie tangentielle va être dans le même sens que notre vecteur unitaire. Par contre, vous voyez bien que si je projette la vitesse sur mon axe normal, j'aurai 0. Du coup, les coordonnées du vecteur vitesse vont pouvoir se trouver assez intuitivement. La vitesse tangentielle, ça va être tout simplement ma valeur V, puisqu'elle est dans le même sens que mon vecteur unitaire, et la vitesse normale sera nulle, puisque je n'ai pas de composante normale pour la vitesse. Et pour l'accélération, donc l'accélération d'un satellite, par exemple dans le repère de Fresnel, a pour coordonnées une accélération tangentielle qui va être la dérivée de la vitesse sur le temps, et une accélération normale qui va valoir V carré sur R. Voilà, donc ça c'est des choses à connaître. On dit que l'accélération est centripète puisque l'accélération va être dirigée vers l'intérieur de la trajectoire,
Centrifuge, ça aurait été vers l'extérieur, centrifuge, fuge, la fuite, donc vers l'extérieur, et là donc centripète vers l'intérieur de la trajectoire. Donc dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, on a une vitesse qui est constante, puisque le terme uniforme veut dire vitesse constante, vitesse que j'ai représentée ici. Donc si on a une vitesse constante, on peut en déduire qu'on a une variation de vitesse qui est nulle, dv sur dt égale 0. Donc si je reprends les coordonnées du vecteur accélération que j'ai défini tout à l'heure, je vais avoir une accélération tangentielle du coup qui va être nulle, puisqu'elle vaut dv sur dt, et une accélération normale, elle qui n'a pas changé, qui sera une constante. Donc vous voyez que l'accélération va être uniquement sur l'axe normal. Donc si on veut la représenter ici, je vais refaire mon repère de Freinet, ici u, t, ici u, n, toujours dirigé vers le centre de ma trajectoire. Et donc l'accélération ne va être que collinéaire ici à mon vecteur normal. Donc dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est dirigée vers l'astre attracteur, vers le centre de la trajectoire, et n'a qu'une composante normale, v carré sur r. On va voir maintenant le cas d'un satellite en orbite circulaire. Donc, lorsqu'un satellite est en orbite circulaire, on va considérer qu'il est sur une orbite à un rayon r autour d'un astre attracteur. On a ici notre satellite. On va considérer que notre satellite comme notre astre sont des objets sphériques, de façon à ce que leur forme étrange ne perturbe pas les forces qui vont s'appliquer à l'un comme à l'autre. On va considérer également que la trajectoire est circulaire. Vous savez que ce n'est pas toujours le cas, mais ça va énormément simplifier notre propos. On va considérer que notre satellite n'est soumis que à une seule force, qui est la force de gravitation universelle, qui a été définie par Newton, je vous le rappelle, qui vaut la constante multipliée par les deux masses, c'est-à-dire la masse petit m de mon satellite, grand M de mon astre attracteur, divisé par la distance entre les deux au carré, et un vecteur unitaire, U, dont nous parlerons juste après. Donc si je reprends mon repère de Freinet ici, pour mon satellite, avec mon vecteur unitaire tangentiel, et mon vecteur unitaire normal. Comme force, donc je vais avoir la force que cet astre applique à mon satellite, c'est-à-dire il va l'attirer à lui, donc la force va être dirigée vers le centre O. Du coup, je vais prendre comme vecteur unitaire le vecteur unitaire UN, qui me permettra d'avoir une force dans le même sens que mon vecteur, du coup éviter des signes moins, par exemple, qui pourraient intervenir plus tard. Donc ici, je vais prendre le vecteur unitaire normal. On va pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton à ce satellite. Vous savez que la deuxième loi de Newton, je vous le rappelle, dit que la somme des forces extérieures qu'on applique à un système égale la variation du vecteur quantité de mouvement. Ici, la masse est constante du satellite. Du coup, on va pouvoir extraire la masse et obtenir que la somme des forces qui vont s'appliquer sur ce satellite seront la masse fois l'accélération. La seule force qui va s'appliquer ici sera cette force-ci. Je peux donc faire une analogie. MA égale grand G M sur R carré U de N. On va pouvoir annuler ici les deux masses et trouver que l'accélération du satellite vaut Gm sur R carré U de N. Du coup, vous voyez que l'accélération ne dépend que du vecteur unitaire normal. On se retrouve dans le cas des mouvements circulaires uniformes qu'on a
étudié juste avant. Donc l'accélération, si je veux la représenter, je vais la représenter sur ma normale ici au mouvement. Je vous rappelle que tout à l'heure nous avons vu que l'accélération avait comme définition et comme coordonnées dv sur dt et v carré sur r. On va donc pouvoir faire une analogie ici pour déterminer que l'accélération c'est v carré sur r u de n. Ça c'est la définition du repère de Freinet. Et je vais pouvoir tout simplement dire que ces deux choses-là sont égales. Ça, c'est mon cas de satellite. Ça, c'est la définition du mouvement de Freinet. Je vais pouvoir donc en déduire de ces deux égalités-là que Gm sur r carré égale v carré sur r. Les r vont se simplifier, un des deux, ici. Je vais tout mettre en racine pour trouver la valeur de la vitesse. Et donc, je vais obtenir que la vitesse, c'est Gm sur r en racine. J'ai donc déterminé une formule de la vitesse de mon satellite lors de son orbite circulaire autour de mon astre attracteur. Cette vitesse va me permettre également de calculer une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est la période du mouvement. Pour avoir la période du mouvement, vous savez que ici, dans une trajectoire circulaire, la vitesse va être la distance parcourue par le satellite divisée par le temps qu'il lui faut. Comme on est sur un cercle, la vitesse, ce sera le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2πr. Et le temps qui lui est nécessaire, c'est ce qu'on appelle la période, grand T, pour faire un tour. Je vais manipuler un petit peu ma formule de façon à obtenir la période, c'est-à-dire 2πr sur V. Je fais passer le T en haut, le V en bas. Et comme j'ai trouvé une formule pour la vitesse, je n'ai plus qu'à la remplacer là-bas. Et je vais donc obtenir que la période ici, donc je vous laisse manipuler la racine de façon à pouvoir tout mettre sous la même fraction. C'est-à-dire qu'ici, je vais obtenir T égale 2π r carré sur Gm en racine. Donc voilà également la deuxième formule que vous allez pouvoir utiliser, qui est la formule de la période de révolution d'un satellite en orbite circulaire uniforme autour d'un astre attracteur. Un petit point maintenant sur les lois de Kepler. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous invite à aller consulter. La première loi de Kepler indique que les orbites des planètes autour du Soleil, c'était son premier postulat, sont des orbites elliptiques. Donc l'ellipse, je vous rappelle, ce n'est pas avec un centre comme dans un cercle, mais avec deux foyers ici. Et il faut que l'astre attracteur, c'est-à-dire ici le Soleil, soit situé sur un des deux foyers. Donc ici, par exemple, vous avez le Soleil. Et n'importe quelle planète qui tourne autour aura cette forme d'orbite elliptique autour. Ce qui est important à connaître dans une ellipse, c'est ceci. Dans un cercle, vous avez des diamètres et des rayons, ce qui n'est pas le cas dans une ellipse, puisque vous voyez bien que ce n'est pas constant. Ce qu'on va appeler ici le grand axe, c'est la plus grande distance entre ici le périhélie, qui est le point le plus proche de mon foyer, et l'aphélie qui est de l'autre côté. Donc ça, ceci, c'est le grand axe. Et donc le petit axe. Le petit axe, on ne s'en sert pas dans nos lois de Kepler, mais on va se servir du grand axe. Donc il faut savoir que le grand axe, c'est tout ça. Malheureusement, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas toujours le grand axe, mais le demi-grand axe, c'est-à-dire uniquement cette partie-là. Et ça, on l'appelle A, et le A, c'est le demi-grand axe. C'est-à-dire que si vous faites des calculs de distance entre le périhélie et l'aphélie, vous n'aurez pas le demi-grand axe A, mais vous aurez le grand axe complet, c'est-à-dire 2A. Donc il faudra penser parfois à diviser par 2 vos longueurs. Donc voilà pour la première loi de Kepler, tout simple, nous avons des ellipses. La deuxième loi de Kepler dit que lors de son mouvement,
Lorsqu'un satellite ou une planète passe d'un point à un autre pendant une période, mettons t, un instant t, le segment qui relie notre satellite avec l'astre attracteur ici balaye une aire ici. Vous voyez que si je passe comme un essuie-glace, tout simplement, je passe d'une position à la deuxième, je vais passer, surligner, balayer toute cette surface-là. Et si je le fais à un autre moment, par exemple, je ne sais pas, ici, entre ce point-là et, mettons, ce point-là, même chose, je refais mon essuie-glace, mon balai d'essuie-glace. Si je prends la même période, il faut que les périodes soient identiques, bien évidemment, la surface que je vais balayer pendant ce deuxième créneau aura la même surface, c'est-à-dire que la surface balayée ici et la surface balayée ici seront les mêmes. Et je peux faire ça n'importe où sur ma trajectoire, du moment que l'intervalle de temps entre mes deux positions est constante. Donc la deuxième loi de Kepler pourrait se résumer sur l'aire balayée par le segment qui relie mon satellite à mon astre est constante pour une période constante. Donc voilà pour la deuxième loi de Kepler. Et la troisième loi de Kepler est la plus simple à connaître. La troisième loi de Kepler est tout simplement une observation qu'il a faite. T au carré sur A au cube égale constante. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette formule? Tout simplement que le carré de la période d'une orbite, d'une planète par exemple, divisé par le cube du demi-grand axe, vous voyez pourquoi il est important de connaître le demi-grand axe, c'est une constante. Donc vous pouvez faire le calcul pour n'importe quelle planète par exemple du système solaire, calculer le carré de la période divisé par le cube du demi-grand axe, et on trouve une valeur qui est relativement proche à chaque fois, qui est une constante. Et cette constante ne dépend que de l'astre attracteur, ici le Soleil. Si on faisait le même calcul en changeant d'astre attracteur, par exemple la Terre, on va étudier tous les mouvements des satellites autour de la Terre, on aura une autre valeur de constante, puisqu'elle dépendra de la Terre, mais on aura quand même des calculs ici qui seront les mêmes pour tous les satellites autour de la Terre. On pourrait le faire sur d'autres étoiles, d'autres planètes. On trouverait ce principe-là qui est t carré sur a au cube égale k, avec k une constante qui dépend uniquement de l'astre attracteur. Voilà, c'est tout pour le chapitre sur les mouvements dans l'espace. J'espère que ça a été à peu près clair, une vidéo un petit peu déstructurée. J'espère que je n'ai rien oublié. Bon travail, bon courage et portez-vous bien.